C'est parti. Évidemment, vous pouvez couper vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement. Voilà. Super, merci Paul. Eh bien voilà, donc écoutez, on va démarrer, place au témoignage. Alors, un peu particulier, puisqu'Emmanuel fait partie d'Optimum Ressources, mais vous allez témoigner à deux, puisque vous avez réalisé l'expérience, la mission dont on va parler à tous les deux, en tant que dans une relation client-fournisseur d'une certaine manière, et en même temps associé sur les enjeux qui étaient derrière. Alors, évidemment, la première question que je vais vous poser, c'est racontez-nous l'histoire. On a besoin, on aimerait que vous nous donniez, alors évidemment, on ne va pas y passer une heure mais, sur l'histoire, mais racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé, ce que vous avez fait et les résultats que vous avez obtenus. Et après, on essaiera de comprendre comment vous avez fait, etc., dans le détail. Alors, c'est toujours difficile de démarrer, mais effectivement, déjà, pour revenir sur la question de client-fournisseur, on s'est plus senti avec Emmanuel comme partenaire que client-fournisseur. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontré avec Emmanuel, on a défini un cadre de travail, un mode de fonctionnement, et je pense ce qui a permis de réussir dans notre aventure, et on va y revenir, c'est le fait de s'y être tenu dans la durée. Et on sait qu'on est passé par des moments avec des hauts et des bas, et on n'a toujours pas réussi à garder notre cap. Donc, je suis très content d'intervenir aujourd'hui et d'être à nouveau à côté d'Emmanuel dans ce cadre-là. Et moi, je suis très content que Guillaume ait accepté de prendre le temps de venir raconter une vieille histoire, puisque l'histoire qu'on va raconter, c'est quelque chose qu'on a fait donc sur 2017-2018, mais qui a fait des petits et qui est de plus en plus d'actualité aujourd'hui. Il pourra en témoigner. Alors, effectivement, pour planter le décor, dans le premier teaser que vous avez vu sur LinkedIn, le texte d'introduction était à peu près celui-là. Donc, on travaillait pour la marque Renault Trucks, donc de la production et la distribution de véhicules industriels. Et le point de départ, c'est notre réseau commercial, notre réseau de distributeurs réparateurs agréés, qui donc vendent et réparent les véhicules de la marque. Et lors d'une visite d'un établissement dans la région, on a eu l'occasion de recueillir, l'objectif c'était de les questionner sur leur niveau de satisfaction par rapport aux outils informatiques mis à disposition par le constructeur. Et là, ils ont pris le temps de montrer, de nous faire un process walkthrough, hein, c'est-à-dire de nous montrer le processus depuis l'arrivée du camion jusqu'à la restitution du camion, et de nous montrer étape par étape toutes les difficultés qu'ils pouvaient avoir, toutes les doléances qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis des applications informatiques qu'on leur mettait à disposition. Assez rapidement, un point de crispation qui est arrivé, c'est l'arrivée du véhicule, quand le chauffeur vient déposer son véhicule pour un entretien programmé ou non d'ailleurs, ou pour une réparation d'urgence. Le processus d'ouverture d'un ordre de réparation pour expliquer pourquoi on amène le camion, qu'est-ce qu'il faut faire sur le camion, et puis essayer d'en profiter pour mettre dans l'intervention toutes les interventions prévues sur le camion, que ce soit la demande du chauffeur ou sur un programme d'entretien ou sur une garantie ou encore autre chose. Un rappel qualité par exemple. Et donc, effectivement, ils nous ont posé le décor en disant c'est pas possible, on a très peu de temps pour renseigner l'ordre de réparation vis-à-vis du chauffeur, c'est de l'ordre de la minute. Et on est obligé de consulter 8 applications différentes pour recueillir toutes les informations dont on a besoin. On fait du copier-coller, on perd du temps, c'est chronophage, ça ne nous va pas du tout. Voilà. Tu veux compléter, Guillaume? Oui, je pense que Renault Trucks et tout le système d'information, il est particulièrement riche. Il y a beaucoup d'intelligence dedans, mais il arrive un moment où toute cette intelligence telle qu'elle était agrégée et proposée directement auprès de notre réseau de distribution, elle devenait assez indigeste. Et l'ambition qu'on avait, c'était comment est-ce qu'on peut répondre à leurs besoins, comment est-ce qu'on peut les accompagner sans remettre en question la qualité, la discipline, toute cette richesse, mais en même temps en leur rendant quelque chose de plus accessible. C'était vraiment notre challenge. Et là, il y avait vraiment une interaction directe avec les gens qui sont au plus proche du contact du client et puis les informaticiens afin de rapprocher toutes les couches et d'enlever, on va dire, toute la partie administrative entre ces deux parties. Alors là, pour l'instant, vous nous racontez le début de l'histoire. On verra le comment vous avez fait. Voilà. Mais, et alors, 10 ans plus tard, vous avez fait évoluer tout le système, vous avez tout repris du début, vous avez tout reconstruit en partant de zéro, etc.
Non, pas 10 ans plus tard. Si on commence par la fin, l'aventure, elle a duré pour les premiers pilotes 3 mois, puis 6 mois pour on va dire une deuxième boucle d'amélioration et le déploiement de notre solution améliorée sur l'ensemble du réseau français, donc 40 groupes et à peu près 150 sites de mémoire, c'est fait en moins de 12 mois. Donc la première dimension du pourquoi on a choisi de partir dans l'agilité, c'est qu'il y avait un facteur temps qui était prépondérant. Et que justement, l'idée, c'était pas de reprendre 10 ans de plus, mais c'était d'accélérer le tempo et plutôt significativement. Et alors, au bout de 3 mois, vous montrez quoi? Qu'est-ce que vous avez montré à vos réparateurs 3 mois plus tard? Qu'est-ce qu'on a montré à nos réparateurs 3 mois plus tard? En fait, on a montré ce qu'on appelle dans le jargon un POC, un Proof of Concept. Donc, c'est quoi un POC? Pour déterminer, c'est on a maquetté le fonctionnement d'une petite application, d'un petit frontal tout simple où on mettait sur un seul écran, c'était révolutionnaire, on mettait sur un seul écran toutes les informations dont le réceptionnaire avait besoin pour pouvoir créer son ordre de réparation avec un clic pour valider que oui ou non les informations étaient cohérentes par rapport au véhicule. Et donc ça, entre le moment où on a lancé les premiers échanges et le moment où on a pu utiliser un POC ou un MVP, l'autre chose, c'est un MVP, c'est quelque chose on peut jouer avec, un minimum viable product. Donc ça simule les écrans, les données, etc. Il n'y a juste pas vraiment de code derrière ou très très peu, mais on peut jouer avec, l'utilisateur peut jouer avec et dire ça me va ou ça me va pas. C'est ça qu'on a mis 3 mois à boucler. Et du coup, 12 mois plus tard, Guillaume, c'est quoi 12 mois plus tard? En fait, là, ce qui était important pour nous, c'était de faciliter la vie de l'utilisateur. Donc, pour l'utilisateur, c'est effectivement un écran relativement simple. Pour eux, ça doit être consommable, au même titre que vous avez des écrans sur votre téléphone mobile. Par contre, derrière, il y a toute une machinerie industrielle qui nécessite d'alimenter ça. Et on s'appuie bien évidemment sur des éléments de cloud. Donc, on fait remonter les données via une plateforme d'API directement dans le cloud Azure et on consomme ces données depuis un écran web directement à nouveau sur le cloud Azure. Et ce qui a été relativement remarquable, c'est qu'en l'espace de 3 mois, on a non seulement créé cet écran, on va dire l'expérience d'utilisateur, mais on a également créé toute la machinerie qui est dessous, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le moteur, qui permet d'alimenter ça. Et ce POC, même si c'est un proof of concept, il a été créé dans un espace dédié, on y reviendra, qu'on a appelé la Digital Factory, qui a permis de construire ce prototype, mais sur la base d'éléments et de briques réutilisables, industrialisables. Et c'est là qu'on a réussi à prendre le relais, c'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement fait rêver les utilisateurs au bout de 3 mois, on a été capable en très peu de temps de convertir un produit industriel. Du coup, je reviens juste, pas encore sur le comment, mais 12 mois plus tard, qu'est-ce qu'on vous dit? Les clients sont contents ou pas? Ah oui, les clients, non seulement ils sont contents, mais ils sont prêts à payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IT, c'est plus uniquement un centre de coûts et quelque part des sales and administration expense. C'est également un service que le client sait monétiser. Ils savent calculer la valeur que ça leur apporte et ils en redemandent. Donc, ça, c'est une belle rupture. Quand on vient de l'informatique, Emmanuel a bien ouvert le débat. Est-ce que c'est un centre de coûts? Est-ce que c'est une fonction à valeur ajoutée? C'est toujours extrêmement plaisir quand côté IT, on a un retour positif. Super. Ça marche. Alors, on va commencer tout doucement dans notre débat. Alors, n'oubliez pas de mettre des commentaires. J'en vois pas pour l'instant. En tout cas, je ne crois pas qu'il y en ait encore. Mais n'hésitez pas à en mettre au fur et à mesure, parce que quand vous avez une question, etc. Et puis, ça alimentera le débat tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à alimenter les questions-réponses dans les commentaires. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur le contexte. Un point important par rapport à ce qu'on vient d'expliquer sur la machinerie, notre réseau commercial, c'est un réseau d'entrepreneurs indépendants qui n'appartiennent pas au groupe Volvo. Donc, il n'y a pas cohérence en termes de système d'information partagé. On est vraiment sur quelque chose de totalement ouvert. Très bien. Alors, les principaux enseignements, on va les passer en revue. Dans quel état d'esprit, on a commencé à en parler, mais c'est probablement important, en tout cas, vous m'avez dit, on a envie d'en parler, on pense que c'est essentiel. Donc, dans quel état d'esprit vous avez lancé cette opération et quelles étaient les conditions de réussite pour vous? La question est particulièrement intéressante parce que le contexte de Volvo et de Renault Trucks, on n'est pas sur un nouveau player sur le marché qui est un nouvel entrant et qui est digital à la base. C'est-à-dire qu'on a des années et des décennies pendant lesquelles on a enrichi notre système d'information. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a de très très belles solutions. Normalement, elles sont complexes à utiliser.
Et donc, on est bien dans un contexte de transformation. On ne part pas de rien. La feuille blanche, ce n'est pas notre problématique. Et notre challenge avec Emmanuel, c'était d'arriver à transformer. Et quand on regarde quelques années plus tard, quelles ont été vraiment les conditions de succès, bien évidemment, il y a un aspect technologique, on pourrait y revenir, mais au moins, l'aspect technologique, on peut l'acquérir. La partie qui m'a semblé la plus essentielle, c'est que les équipes, on leur a donné un environnement collectivement avec beaucoup de bienveillance. Et c'est une valeur qu'on a pu préciser très très tôt dans le processus. On dit on va se transformer, on va changer les méthodes de travail, chacun d'entre vous à sa place, et on sera bienveillant dès lors que vous mettez toute votre énergie pour améliorer le système, dès lors que vous osez exprimer vos points de vue, vous nous alertez sur les difficultés, et on a construit un environnement extrêmement bienveillant pour les gens. C'est relativement complexe à faire. Et puis, au fil du temps, on a vu qu'il y avait d'autres éléments à prendre en compte. Et là, dans ce cas précis, l'audace a été fondamentale. L'audace, c'est plus la capacité à challenger le status quo, à sortir des sentiers battus, à utiliser les process à bon escient. Et c'est cette combinaison de bienveillance pour prendre des risques, s'exprimer, et cette combinaison d'audace où je m'engage, je prends des risques, je sors des sentiers battus, c'est quelque chose qu'on a pu voir articuler. Aujourd'hui, ça continue bien évidemment. Alors moi, ce sont les deux valeurs fondamentales qui, de mon point de vue, si on ne les avait pas eues, on n'aurait pas délivré. Pour compléter sur le point bienveillance et audace, dans l'agilité, on parle beaucoup d'essayer vite, d'apprendre vite et éventuellement de faire des erreurs, mais comme c'est très tôt dans le processus, ça n'a pas de conséquences. Et donc, au contraire, on encourage la prise d'initiative pour justement trouver des idées nouvelles, sortir du cadre et apporter de nouvelles idées. Tu l'as bien dit, hein, la technologie, elle était nécessaire, mais c'est pas ça qui était différenciant. Ce qui était différenciant, c'était le fait de mettre les gens en condition de proposer des idées nouvelles. Alors, oui. Pour vous donner une idée, parce que c'était culturellement, on a eu quelques ruptures intéressantes. Quand on a attaqué avec l'agilité, on avait construit ce qu'on appelle une digital factory, on avait enfin un écosystème qui permet de tester des idées. Et quand on a testé certaines idées, à un moment donné, on a dit tiens, la ligne idée, elle est intéressante. En plein circo, on a dit mais ça ne fait pas référence à la stratégie de l'entreprise, c'est peut-être pas critique d'y aller, on arrête. Et quand on a pris cette décision d'arrêter le projet, ce n'était pas dans la culture de l'entreprise. Traditionnellement, le projet, il avance, on va jusqu'au bout, coûte que coûte. Et finalement, on en plafonne les budgets, on en plafonne les délais. Là, on avait arrêté notre premier projet, on avait dépensé 5 000 euros. Je me rappelle, la première réaction, c'était mais vous avez dépensé 5 000 euros pour rien. Alors qu'avec Emmanuel, on était très contents. Si pour 5 000 euros, on a convenu que ce n'était pas la bonne priorité, c'est un bon investissement. Donc, c'est ça la bienveillance, c'est cette capacité à dire bah non, on a pris une direction, elle n'est pas bonne, on peut changer de direction. Très, très important. Alors, je vais embrayer parce que le côté donner la permission d'entreprendre, de faire des erreurs, de tester des idées nouvelles, ça part aussi d'un autre postulat sur lequel on n'était plus directement concerné, qui tournait autour de la délégation et l'organisation du travail par les équipes en autogestion. Quelque part une forme de lâcher prise de la part du management pour dire on va arrêter de contrôler tout ce que vous faites, tous les projets, tous les micro-projets, toutes les micro-actions que vous entreprenez. Est-ce que c'est dans le cadre? Est-ce que c'est dans le budget? Est-ce que c'est dans la stratégie? Non. On a arrêté, on a défini effectivement une logique de on va définir un champ de jeu, un bac à sable, mais suffisamment grand, ce bac à sable, pour leur donner la liberté de s'exprimer, d'entreprendre, d'innover. Et pour être dans une posture qui n'était plus un manager contrôle, mais un manager au service d'eux, hein, ce qu'on appelle dans le jargon un servant leader, pour mettre les équipes en condition de réussite. Tu veux compléter? Oui, je pense que là l'expérience a été assez intéressante quand on a démarré le virage de l'agilité. Bien évidemment, on avait défini nos conditions de bienveillance dans un premier temps, et on se posait la question à partir de quel moment les personnes qui sont en situation de leadership d'un produit ou d'une solution active, donc on appelle vraiment ces rôles de product owner, à partir de quel moment ces équipes stables vont s'auto-organiser. C'est le but. Et en fait, on a été assez bluffé par la vitesse d'adoption. Au bout entre 3 et 6 mois, quand on voyait les product owners, tous avaient commencé à modifier leur mode de fonctionnement, avaient commencé à adapter, optimiser la gestion des équipes, la gestion des compétences, puisque ça allait jusqu'à se déléguer des compétences et à faire monter en compétences d'autres membres des équipes stables.
Donc c'est vrai que c'est une démarche qui nous a bien plu, mais qui est assez intéressante pour le management, parce que ça pose la question du rôle du management qui évolue et qui sort dans la gestion au quotidien et qui est beaucoup plus, effectivement, dans ce qu'évoquait Emmanuel, des nouveaux concepts de leadership, servant leader, à savoir que le manager est beaucoup plus un coach que quelqu'un qui décide pour le compte d'eux. Donc là, on est exactement dans ce type de transformation actuellement, voir comment accompagner les collaborateurs. Et parmi les collaborateurs, il y a les managers, et moi le premier, puisque beaucoup de décisions sont prises dans l'organisation sans que je sois impliqué. Il faut accepter de bien le vivre, ce qui en situation de contrôle est toujours intéressant. Alors, c'est super, super intéressant. Vous nous avez dit, vous aviez fait tout ça en 3 mois, 6 mois, 1 an. Bon, 3 mois pour un POC, 6 mois pour une deuxième version, 1 an pour avoir tout déployé, ce qui est quand même très impressionnant. Mais en quoi vous avez gagné de la vitesse? Expliquez-nous où étaient les sources de gains de vitesse, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous avez gagné tant de vitesse? Là, je pense qu'il faut qu'on rentre dans l'explication de ce qu'on a appelé tout à l'heure la Digital Factory. Alors, on a mis en place un cadre, je vous ai dit un bac à sable. Donc, le bac à sable, chez nous, on l'a appelé la Digital Factory. Et donc, la Digital Factory, c'était ni un lieu, ni une équipe dédiée, c'était juste un mode de travail différent, un mode de travail en équipe différent, un mode de gouvernance différent. Sur le mode de travail, ce qui est porté par l'agilité, et on s'est fait accompagner par des coachs agiles, par des externes et aussi par des coachs au niveau du groupe Volvo. Un des principes fondamentaux de l'agilité par rapport à une méthode classique de projet de développement informatique, cycle en V, etc., c'est qu'au lieu d'être dans un mode itératif où l'utilisateur va exprimer un besoin qui va être transcrit par une analyse fonctionnelle dans un cahier des charges, puis dans une analyse détaillée, puis dans un cycle de développement, puis pour arriver au développeur final qui est peut-être dans un autre continent que l'utilisateur, avec tous les problèmes de transcription d'informations, de déperdition d'informations et j'en passe, et le cycle de temps que ça peut prendre, hein, tout ce cycle de dire je documente le besoin et j'arrive à le transcoder dans un développement informatique. Là, la principale différence, c'est que quand on est en mode agile, le développeur, le Scrum Master, l'utilisateur, ils sont dans la même pièce et ils élaborent en même temps. On n'a pas l'écrit déjà, on est directement posté devant des écrans, devant des maquettes, etc. Et c'est un dialogue qui se construit sur des périodes de temps extrêmement courtes, qu'on appelle les Scrum, hein, et les daily Scrum, donc les mêlées. Donc effectivement, le rythme de travail sur un projet agile, on ne parle pas de mois ou d'années, on parle de jours et de semaines. Donc le premier élément de vitesse, il est là. Ouais, ce serait intéressant. Et je crois qu'il y a aussi une histoire de sprint. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer, Guillaume, comment ça s'organise? Juste avant de rentrer en phase agile, ce qu'évoquait Emmanuel, dans un cycle de développement traditionnel qu'on appelle en V, en waterfall, on avait sur les grandes solutions une nouvelle version qui était mise à disposition des utilisateurs tous les trimestres. Donc c'était 4 fois par an. Et quand on regarde et qu'on fait le calcul, pour arriver à faire ça de manière séquentielle, ça veut dire qu'on a derrière un backlog, quelque part un arriéré de fonctionnalités à développer. Et pour qu'une fonctionnalité soit mise à disposition dans la prochaine release, dans la prochaine version, c'est-à-dire qu'un an avant, on l'a priorisé. C'est ça ce que ça veut dire. Oui. 1 an avant, on a priorisé, et tous les 3 mois, on a une version qui est mise à disposition. Quand on travaille en mode sprint, on travaille complètement différemment. C'est-à-dire qu'on travaille, comme ce qu'évoquait Emmanuel, une équipe stable avec l'ensemble des compétences, sur des cycles courts de 2 à 3 semaines, et on met en production à la fin des 2 à 3 semaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des cycles où on met en production tous les mois. C'est une petite révolution. Et le bénéfice, c'est à la limite, ce n'est pas le mois ou le trimestre, parce qu'on est dans du business to business. On n'est pas dans des applications sur téléphone mobile avec des jeux. Chez nous, on est vraiment sur des applications métiers qui nécessitent du changement. Donc, tous les mois, ça répond plutôt bien aux intérêts. Mais l'intérêt, c'est surtout qu'on peut changer d'avis. C'est-à-dire qu'en termes de management, se projeter 1 an à l'avance dans des marchés qui évoluent hyper vite avec des cycles très très marqués, c'est un handicap sérieux, alors que le fait de pouvoir changer d'avis dans le mois qui précède la mise en production, c'est un avantage énorme. Donc on s'est vraiment acheté cette agilité-là. Par contre, c'est clair que les collaborateurs fonctionnent sur des cycles beaucoup plus courts. Alors justement, j'ai une question là-dessus. Est-ce qu'il y a un inconvénient à cette rapidité, à cette vélocité? Ah oui, il y a, parce que je l'évoquais, on est dans un contexte de transformation.
les gens, les équipiers, ils sont hyper experts dans l'utilisation des cycles traditionnels. Et là, le fait de travailler toutes les 2 semaines, ça veut dire que le lundi, on se retrouve, on se met d'accord sur ce qu'on veut délivrer 2-3 semaines plus tard. 3 semaines plus tard, on arrive, on livre, on met en production. La livraison, elle est faite directement avec le client final. Ce n'est pas une livraison IT vis-à-vis du headquarter, puis ainsi de suite, on passe dans la chaîne. Et c'est les équipes IT, l'ensemble des gens impliqués sur cette chaîne de valeur, sur ce process, ils sont dans la salle. Il y a livraison. On fait quelque part une rétrospective des 3 semaines passées. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'on est au rendez-vous? Est-ce que derrière, on a gardé suffisamment de temps? Et paf, le lundi suivant, on démarre. Et c'est vrai que les premiers retours ont été extrêmement positifs. Mais tellement positifs qu'on est rentré dans une forme d'ivresse de la vitesse où on dit, bah, c'est bon, le lundi suivant, on repart. Et les collaborateurs, nous tous, on a besoin aussi d'un temps pour s'approprier, pour se reposer, pour se remonter. Et on est rentré quand même dans un processus de fatigue assez marqué qui peut générer une situation de stress. Donc c'est vrai que l'un des apprentissages que nous avons pu avoir dans ce type d'événement, c'est qu'on a besoin de prendre plus de temps dans le cadre de nos sprints, réserver du temps à la rétrospective, mais réserver du temps aussi pour que les collaborateurs puissent se remonter. Et ça, c'est super important et on a tendance franchement à l'oublier. Et au bout de 3-4 sprints, on s'en rend assez vite compte. Pour paraphraser, hein, dans le monde de l'athlétisme, c'est vrai qu'un sprint, c'est une course de vitesse, mais qui est d'une durée courte. Et une course d'endurance, c'est une course d'endurance, donc une durée plus longue, et on ne peut pas conduire une course d'endurance comme un sprint. Donc là, c'est effectivement ce phénomène-là qu'on a vu, où il y avait ce besoin d'avoir des cycles extrêmement courts, d'avoir des pauses, puis de repartir sur des cycles extrêmement courts, mais d'alterner un petit peu, de tourner sur les différentes équipes. J'en profite, je note que vous avez des questions et des remarques sur les résistances au changement par rapport à ces façons de travailler. Je propose qu'on y revienne dans la partie questions-réponses pour ceux qui nous ont rejoints en dernier. On va revenir, on va prendre un temps de questions-réponses après notre témoignage. Mais continuez à mettre vos commentaires et vos questions, ça a l'air d'être super intéressant. J'ai du mal un peu à suivre les 2 écrans, mais continuez à le faire. Alors, moi j'ai une question, messieurs. Vous avez fait tout ça en 2017, vous avez fini en 2018, donc j'imagine qu'en 2020, patatrac, tout s'écroule, tout s'effondre, plus rien ne fonctionne, le système s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Alors, c'est une super bonne question parce que dans chaque cycle du marché, on va se poser la question de la résilience. Et c'est dans ces situations-là qu'on voit si on est capable de rebondir ou pas. Notre dispositif, ce qu'on appelle la Digital Factory, a été résilient parce qu'au lendemain de la crise, on a pu redémarrer. Et il y a une raison à ça, c'est qu'on on a défini la Digital Factory comme un écosystème. C'est pas un système en dur, c'est pas de l'équipement, ce ne sont pas des équipes dédiées. On va chercher des équipes, on les met dans un environnement cet environnement, il permet de créer cette forme d'innovation. Donc, on a pu redémarrer. Mais c'est vrai que dans la plupart des exemples qu'on a pu avoir dans le groupe, chez UD, qui était parti sur des équipements, ou chez Mac, qui était parti sur une autre approche, ce type de dispositif, chaque fois qu'ils ont été en dur, ils n'ont pas passé une crise. Ouais. Donc, la crise, on a très, très bien géré. C'est-à-dire que sortir de la crise, et moi j'ai pas connu cette période, mais en échangeant avec toi, hein, le dispositif il a redémarré aussi vite qu'il s'était arrêté. Et je voudrais en profiter pour rendre hommage à la pionnière de cette aventure, parce qu'aussi dans les choses qui ont été relativement innovantes, c'est que aux commandes, pour lancer cette première initiative avec les concessionnaires, nous avions une jeune femme qui a piloté le projet de main de maître. C'était la main de fer dans le camp de velours. Donc je pense à Elodie quand je dis ça. Et qui a démontré avec sa juniorité, mais en même temps une grande expérience dans le métier, puisqu'elle avait déjà 15 ans d'expérience dans le monde de la prévente dans le réseau Renault Trucks, qu'elle pouvait combiner de l'expérience, de la poigne, de la motivation, de la vélocité et embarquer tout le monde derrière elle. Donc j'en profite pour lui tirer mon chapeau. Ça veut dire que vous l'avez oublié tout à l'heure dans les facteurs clés de succès, mais probablement, voilà, il faut les bonnes personnes et une bonne leaduse à un moment donné. Tout à fait. Ok, super, merci. Alors,
Je me suis laissé dire, et je crois que notre petit échange de ce matin avec les croissants et le café semblait dire que on y prend goût, j'ai l'impression, au fait que vous arrivez à délivrer vite. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de. Enfin, ce que tu m'as dit, Guillaume, c'est que vous avez de plus en plus de clients à la porte. Et donc finalement, une autre question un peu différente, est-ce que vous allez résister? Est-ce que votre système va être suffisamment solide pour résister à l'afflux de demande, par contre? Alors ça, oui, vas-y, Daniel. Je voudrais dire une chose, une partie intermédiaire, c'est que effectivement, on a parlé de cette première initiative qui a lancé la voie dans le monde de l'agilité chez Renault Trucks. La question que tu poses, elle s'est posée assez rapidement, pas seulement Oui, oui. aujourd'hui, parce qu'effectivement, assez rapidement, on a mis une gouvernance agile pour gérer un portefeuille d'initiatives, et justement avec un processus suffisamment light, mais suffisamment strict, pour dire quelles sont les conditions clés pour pouvoir lancer une initiative en mode agile, et quelles sont les conditions clés pour pouvoir en sortir, hein, et pour passer sur la partie industrialisation et développement plus significatif de l'application qui est derrière. Donc, quelque part, la priorisation, on l'a vécu ensemble pendant 2 ans sur tout un tas d'initiatives, parce que les idées ne manquaient pas sur l'ensemble du réseau, etc. Et d'arriver à dire, mais comment est-ce qu'on va dire qu'on met un peu d'argent et un peu d'énergie sur telle ou telle initiative plutôt que telle autre? Ça, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble. Et effectivement, avec un élément différenciant qui était défendu par l'utilisateur, défendu par le demandeur. Quelle est la valeur ajoutée de mon initiative? Pas défendu par l'informatique que je représentais ou que représentait Guillaume. Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que ça va apporter au client final? Qu'est-ce que ça va apporter à l'utilisateur? Et engagez-vous sur le résultat attendu. Ok, très bien. Mais c'est vrai que quand on va parler de résilience, c'est dans les mauvais moments comme les bons moments. Et on pourrait imaginer qu'en phase de croissance, ce type de dispositif soit assez vertueux. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. En phase de croissance, en fait, on est plutôt submergé par un tsunami de demande. C'est vrai que le digital crée beaucoup d'attentes. Le fait d'avoir livré ces solutions en peu de temps, ça a donné goût quelque part à une livraison rapide. Et à ce stade, on est confronté à l'étape suivante. Il faut qu'on passe à l'échelle. On n'a pas encore fait ce passage à l'essai, on est en train d'y travailler. Ça nécessite des ajustements chez nous, ça nécessite notamment des ajustements dans la manière de gérer les portefeuilles projets, gérer la demande. C'est un processus qui est complexe. Arriver à dire non sans frustrer un stakeholder, c'est très très complexe. Et par exemple, nos product owners sont sûrement trop sympathiques, trop engagés, ils veulent faire trop bien. Et finalement, ils prennent des challenges trop grands. Et ces challenges, quand on oublie de dire non et quand on est faible en phase amont, on le paye en phase aval parce qu'on lit plus tard, parce qu'on voit qu'on a engorgé l'usine. Donc aujourd'hui, on vit une situation où on a une usine et on a ouvert trop de dossiers en même temps et il faut en fermer un certain nombre. On a du mal à canaliser ça. Donc on travaille sur des méthodes de priorisation des projets sur la base de ce qu'on appelle des Business Value Index. Donc on va évaluer, pondérer les projets de manière à avoir un mix qui soit confortable. Donc on est vraiment dans une démarche où on ne fonctionne plus par projet, on fonctionne par capacité fixe. Et le but, c'est comment est-ce que j'optimise l'utilisation de ma capacité avec un volume de projet suffisant. Donc ça, c'est le challenge. Super, on y reviendra tout à l'heure dans le témoignage d'Optime, puisque effectivement, sur ce sujet-là, on intervient beaucoup. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Du coup, je passe à la question suivante. Sur les personnes, j'imagine, vous avez vécu, vous avez dit, une transformation, vous aviez des informaticiens des équipes qui étaient en place, même s'ils étaient dans plusieurs lieux différents, elles étaient en place. Est-ce que vous êtes allé chercher des recrutements? Est-ce que vous avez fait monter les personnes en compétences? Comment vous avez fait pour gérer cette transition au niveau des personnes? Alors, effectivement, on a commencé l'histoire. On n'a pas inventé l'agilité dans le groupe Volvo chez Renault Trucks. Donc, la première chose, c'est qu'on s'est fait accompagner par des coachs agiles certifiés pour se lancer dans la méthode. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vrai qu'on a bousculé les rôles et les compétences des personnes qui étaient dans les équipes, aussi bien côté utilisateur que côté informatique. Parce que, par exemple, la notion de chef de projet en mode agile, entre un chef de projet, un product owner, etc., ça se marche un peu sur les pieds. Et donc, on a bousculé un certain nombre de paramètres établis sur, par exemple, pour donner un exemple,
un pool de ressources de chefs de projet dans les équipes informatiques, où le cycle de progression et le cycle de promotion dans l'entreprise, c'était pour progresser en termes de seniorité, il faut faire des projets de plus en plus gros, de plus en plus longs, plus complexes et de plus en plus coûteux. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à la réalité suivante, c'est que le besoin tiré par le business, c'était pas de faire des projets de plus en plus longs, de plus en plus coûteux, c'était de faire des choses qui délivrent de plus en plus vite. Donc tout le système de référentiel de promotion tombait à l'eau, quelque part. Mais je dirais, on l'a géré, mais on l'a géré non pas comme un prérequis, mais comme une conséquence de l'agilité. Hein. C'est-à-dire que on a dit, avant de tuer le bébé dans l'œuf, on va tester l'agilité, on va montrer que ça apporte de la valeur ajoutée, et si ça prend et que ça se déploie, à ce moment-là, on prend les mesures d'accompagnement qui sont nécessaires. Et l'autre élément, c'est qu'effectivement, je vous avais parlé de la chef de projet qui a pris cette initiative, qui était déjà bien câblée, bien motivée, etc. On s'est basé, Guillaume parlait de ressources à capacité finie. Pour l'essentiel, c'est basé sur des ressources qui étaient déjà en place. Par contre, on a fait bouger les rôles, effectivement. Sur la partie rôle et compétences, c'est clair qu'on a dû rentrer un certain nombre de compétences qui étaient expérimentées sur ces domaines, parce qu'on ne l'avait pas. Ça ne veut pas dire que les collaborateurs ne peuvent pas l'acquérir, mais le temps nécessaire pour acquérir ces compétences aurait été trop long par rapport à ce que nous voulions délivrer. Donc, les premiers collaborateurs qui avaient cette compétence, on est allé les chercher. Et là, c'est clair qu'on va retrouver des rôles d'architecte digital, de digital consultant, de Agile coach, DevOps engineer. Ce sont des mots qu'on va retrouver actuellement. Il y a une vraie tension sur les marchés sur ces types de rôles. On a investi. Les collaborateurs, par contre, la grosse différence sur cette année, c'est que mon budget IT, dans mon budget IT, si je regarde le volet compétences développement, on a fait x3. Le réaliser sur le temps passé en formation. Et on va continuer. Et on a largement dépassé le budget, on est 2 fois au-dessus du budget. Donc clairement, le passage à l'agilité, ça nécessite une transformation forte. Et ça passe par un énorme volant de training. Il ne faut pas le sous-estimer. On va retrouver des rôles de Scrum Master, d'agilité, design thinking. Il y a énormément de choses à acquérir. C'est passionnant. Par contre, il faut arriver à trouver le temps. Et là, on a un équilibre complexe à trouver entre volant de projet et training. La partie training, elle est fondamentale. Et puis un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que ces méthodes agiles, design thinking, etc., ça prend comme la poudre. Donc ce type de profil sur le marché devient de plus en plus rare et de plus en plus cher. Donc il y a aussi cette logique de dire faisons former notre personnel existant parce qu'aller acquérir la nouvelle ressource sur le marché, ça devient de plus en plus compliqué. J'essaie de synthétiser pour voir si j'ai bien compris. Globalement, vous avez initié le mouvement avec quelques profils clés que vous avez mis dans le système et qui apportent des compétences de l'extérieur, mais après, vous avez massivement investi dans vos ressources internes pour les faire évoluer et quelque part, d'une certaine manière, vous avez fait aussi quelque part la preuve, le proof of concept en montrant que ça fonctionnait. Vous avez entraîné finalement le reste des équipes dans ce mouvement. J'ai bon dans la reformulation. Oui, c'est tout à fait ça. Super. Très bien. Alors, du coup, moi, je me souviens, quand j'étais chez Renault Trucks, c'était anti-déluvien, il y a beaucoup d'années, j'avais quand même tendance à considérer l'informatique comme un centre de coût, clairement. Hein. Donc, moi, j'aurais levé la main si j'avais été encore Renault Trucks. Est-ce que la IT, c'est un centre de coût? Mais du coup, question, est-ce que vous êtes toujours centre de coût ou vous êtes créateur de valeur ajoutée et comment c'est vraiment reconnu? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que juste c'est des mots qui sont posés? On a une vraie rupture, je pense qu'avec Emmanuel, le fait d'avoir travaillé sur cette démarche de Digital Factory, ça nous a permis déjà nous-mêmes de nous acculturer à ce qu'était l'agilité, nous acculturer également à des technologies que nous n'avions pas. Hein, quand nous sommes nés, il n'y avait pas encore Internet, hein, donc il a fallu s'enrichir nous-mêmes et ça nous a permis de pratiquer à petite échelle. Et vraiment de changer la perception de l'IT. Par contre, il faut surtout pas opposer, on va bien garder une partie de l'informatique qui est plus traditionnelle, qui est plus technologique, et là, souvent qui est associée comme un centre de coût, Sales Administration Expense, et puis une partie qui est plus digitale, sur laquelle on va se focaliser sur la vitesse de livraison, sur la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on voit que sur ce deuxième volet, il y a un vrai engouement, et aujourd'hui, notre virage, c'est de monétiser ces services-là. Et ces services, ils ont une valeur marchande, c'est pas uniquement du cost plus, c'est une valeur marchande.
Et nos partenaires sont prêts à investir avec nous justement pour le développer. Donc, on a de plus en plus de demandes pour co-investir, pour co-développer. Donc, on n'est plus du tout dans une discussion de budget, on est plus dans une discussion de retour sur investissement. Et pour compléter le commentaire, on a ouvert des canaux en termes de mise à disposition d'informations clients auprès du réseau commercial qui leur ont permis de proposer, de développer des nouvelles offres de services au client final, comme par exemple des offres de maintenance préventive, hein, c'est-à-dire en récupérant les données connectées émises par les véhicules pendant leur utilisation, de pouvoir récupérer des informations sur des alertes émises par le véhicule lui-même avec des capteurs situés à des endroits stratégiques et de pouvoir anticiper par rapport à une maintenance programmée le mois suivant, de dire non, non, là, il y a quelque chose qui est en train de tomber en panne, arrêtez-vous, prenez rendez-vous à l'atelier avant que le véhicule soit en panne et faisons une intervention d'1 heure par rapport à une maintenance préventive, au lieu de faire une intervention qui va peut-être durer 1 jour ou 2 jours pour faire du dépannage. Donc en soi, la monétisation, elle arrive, mais ce n'est pas la monétisation de la data, ce n'est pas la monétisation de l'informatique, c'est la monétisation du service à valeur ajoutée qu'on a pu créer et mettre à disposition du client final. Super, d'accord. Peut-être un mot de synthèse avant de passer aux questions? Oui, je pense que de notre côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a effleuré la digitalisation. On voit vraiment qu'il y a une accélération sur les marchés, il y a une rupture à trouver. Cette rupture, elle va bien évidemment se faire sur l'expertise qui a pu être construite les années passées. On est en train de changer de métier, mais la manière d'adresser nos partenaires, la manière de délivrer nos services, elle va changer. Et je pense que ce qu'on a réussi à faire, c'est, quand on parle souvent d'acronyme anglais, on parle de Start Small, Scale Fast. On a bien adressé la partie Start Small. C'est-à-dire qu'on a réussi à lancer des projets par petites touches, être capable de les arrêter très très tôt si on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne direction, ou si on s'aperçoit que les conditions marché doivent être revues. Là, on est vraiment en train de rentrer dans la partie Scale Fast. C'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle, comment est-ce qu'on déploie à l'échelle avec les impacts sur les rôles, sur les organisations, sur les personnes, sur les méthodes de travail. Ça, c'est ce qu'on a devant. Donc, on a initié un super virage, mais il y a encore pas mal de chantiers à délivrer. Et ça nous sonne familier à nous, Optime, hein, puisque pour reprendre la devise d'Optime, initier les petits pas, réussir les transformations, c'est bien commencer par les petits pas, mais en ayant vu le déploiement à grande échelle derrière. Donc, c'est important d'avoir ces 2 points de mire en visibilité. Super. Merci beaucoup Guillaume, particulièrement Manuel, moins de remerciements parce qu'il n'y a pas trop le choix d'être là. Hein. Si, merci à toi Emmanuel aussi. Donc là, on a pas mal de questions donc dans le chat. N'hésitez pas à en ajouter. Alors je les ai parcourus, je vais essayer arbitrairement de les classer, non pas en importance, mais plutôt j'ai essayé de me dire dans quel ordre il faudrait les prendre pour aller du plus particulier au plus général. Donc dans le plus particulier, il y avait Delphine qui posait une question sur pouvez-vous donner un exemple concret de test que les équipes ont mis en œuvre? Pour nous, alors quand on parle de test, je suis toujours embarrassé parce que en tête, là, j'ai mon boss qui est sur mon dos pour ce qu'on appelle les business critical transactions. Donc aujourd'hui, on a automatisé un certain nombre de procédures de test au travers du système d'information. Et si on parle de tests informatiques, si jamais c'est la question, on a tout un tas de systèmes automatisés qui permettent de remonter ces alertes et déclencher la gestion d'incidents. On va être dans la chaîne DevSecOps. Voilà, je ne sais pas si Delphine peut préciser dans ses commentaires ou si elle peut me remettre son micro pour préciser sa question. Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt le test de fonctionnalité dans les test Scrum, ensuite dans les équipes Scrum, bien évidemment, en fin de cycle, hein, les key users ou les représentants directement du métier, hein, c'est ceux qui consomment l'informatique, sont associés à ces procédures de test. Ça, c'est la livraison qui a lieu à la fin d'un sprint. Donc là, on travaille avec ce qu'on appelle des sales panels. On a par exemple un panel de représentants des forces de vente. Ce sont des vendeurs, hein, ce sont des gens qui sont dans le métier tous les jours et qui vont venir nous accompagner à la fois sur la spécification et à la fois sur la réception. Donc, on essaye autant que possible d'enlever toutes les couches intermédiaires de personnes qui pourraient valider que finalement ça marche et en fait ça ne répond pas complètement aux besoins de l'utilisateur final. Peut-être pour compléter ce point-là,
aussi apportés par la méthode agile. On parle de use case ou de user story, c'est-à-dire qu'on exprime en langage naturel un besoin en disant moi en tant que vendeur, je veux pouvoir faire telle action et obtenir tel résultat. Et en fait, c'est le fil rouge du scénario du sprint. Et on va vérifier par les écrans, la navigation interposée, qu'on respecte bien le script demandé, le user story demandé, et qu'on n'est pas en non-conformité sur le résultat attendu. D'accord. Je vois que Delphine est en train d'écrire. Ah mais vas-y, Delphine. C'est Delphine, hein, donc le sens de ma question, en fait, c'était quels sont plutôt les outils ou les fonctionnalités que les équipes ont initiées par leurs questions. Mais dans votre réponse, je comprends que c'était surtout une simplification de process. Il y a des choses qu'ils ne voulaient plus faire de la même manière ou faire de manière beaucoup plus rapide et plus simple. Est-ce que j'ai bien compris? C'est tout à fait ça. Les utilisateurs sont quand même relativement bien impliqués dans les sprints. On a ce qu'on appelle les daily huddle. Donc, chaque matin, l'équipe se réunit 30 minutes, on fait un tour d'horizon, quelles sont les difficultés. Et là, on peut impliquer les utilisateurs au fil du développement. Et on n'est plus du tout dans une espèce de cycle en V avec un effet tunnel où, au bout de 3 mois de dev, on s'aperçoit que ce n'est pas l'écran que vous voulez l'utilisateur. On peut l'impliquer en temps réel. Et dans certains cas, on a eu des cas sur la partie, par exemple, camion d'occasion, où on a directement le vice-président du dossier qui venait et qui était devant les écrans avec nous. Donc, on a moins cette problématique de tests fonctionnels dans la mesure où on implique les utilisateurs au fil de l'eau. Par contre, il y avait effectivement un point sur les résistances au changement, sur ces nouvelles méthodes de travail. Par exemple, ce que ça implique, effectivement, vu des métiers, vu des opérationnels, c'est qu'au lieu d'écrire un cahier des charges pendant un jour, une semaine ou 15 jours, ce qu'on leur demande, c'est de se mobiliser pendant 3 mois sur des sprints qui vont durer 2-3 jours, de réitérer pendant 3 semaines. Donc, ça veut dire que sur une période de temps courte, on leur demande de se mobiliser un temps beaucoup plus significatif que dans une méthode traditionnelle. Et ça, effectivement, pour les associés, les impliqués, c'est quand même bien qu'ils voient tout de suite quelle est la valeur ajoutée qui pourrait leur être apportée. On reviendra sur les questions de changement, mais il y avait une question de Dragan sur comment avez-vous géré le lotissement des versions successives et quel a été l'accueil des utilisateurs face à ce phasage qui ne permet pas d'avoir le contenu fonctionnel, je rajoute le mot complet, rapidement. Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, un des fondements du MVP, c'est de dire plutôt que de raisonner sur un projet, on va bâtir 100% des fonctionnalités attendues par les utilisateurs au début. On va rentrer dans une logique de priorisation de ces fonctionnalités et de dire voilà la base dont on a absolument besoin pour fonctionner. Et c'est ça qui permet de tenir les 3 mois dont on a parlé tout à l'heure. Et ensuite, on va faire évoluer le produit fini, ce qu'on appelle le produit, l'application délivrée. On va faire évoluer par petites touches, mais au bout de 3 mois, on a quelque chose qui fonctionne. Quitte à dire, par rapport à ce qu'on avait imaginé au début, dans les 70% qui restent, il y en a peut-être 40% qui sont vraiment utiles, et puis il y a peut-être 30% à la fin, au bout du compte, en utilisation, etc., se rendre compte que finalement, ce n'était pas aussi nécessaire que ça, et oublier cette partie-là. Donc, c'est vrai que cette priorisation, elle vient d'abord avec les utilisateurs et le niveau de demande qu'ils font, mais il y a un rôle qui est fondamental dans le mode agile, c'est le propriétaire du produit, ce qu'on appelle le product owner en anglais, qui est côté business et qui dit ça c'est utile, ça c'est pas utile, ça c'est urgent, ça c'est pas urgent. Et c'est une décision business qui est prise au plus près du produit, au plus près du terrain, au plus près des équipes. Donc c'est pas au niveau du comité de direction, c'est pas au niveau du responsable d'équipe que ça se passe, c'est au niveau du product owner. Okay. Donc un élément de délégation qui est très très important. Oui, je confirme, c'est un rôle qui est critique. J'ajoute une question du coup qui n'y est pas, c'est la mienne. Sur cette application, par exemple, sur celle-ci, vous êtes rentré dans cette phase d'amélioration, du coup, d'ajout de fonctionnalités au fur et à mesure. Vous avez fini un jour ou en fait c'est jamais fini et vous continuez encore aujourd'hui? Non, c'est la notion de produit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça apporte de la valeur business, il y a systématiquement quelque chose à enrichir, quelque chose à modifier. Donc du coup, on rentre dans un processus d'amélioration continue. On peut très bien imaginer qu'un produit est un agrégat d'écran et l'idée, c'est de le découpler du reste du système d'information de manière à ce que ce produit puisse vivre sa vie. Et derrière, on a une équipe dédiée, effectivement, c'est ce qu'évoquait Emmanuel, le product owner, il a le droit et il a le mandat pour arbitrer. C'est un rôle qui est relativement difficile à articuler,
parce qu'il recouvre des compétences qui sont informatiques, puisqu'il doit traiter les aspects de sécurité, il doit traiter les aspects d'upgrade. Donc, c'est une personne qui a une compétence IT, c'est une personne qui a une compétence métier forte, parce qu'elle doit être capable de répondre à un besoin utilisateur. Donc, ce rôle-là, où on le met, on a toujours des débats en fonction de la complexité du produit. Néanmoins, la question, elle est particulièrement bien phrasée à l'écran, c'est que est-ce qu'il vaut mieux, en fait, c'est clair qu'on crée une attente en livrant un produit qui n'est pas fini. Par contre, on le livre rapidement et les utilisateurs peuvent y goûter et commencent à avoir des bénéfices. Par contre, il faut arriver à avoir un product owner qui est extrêmement ferme dans la gestion des priorités. Si on commence à ouvrir les vannes et on commence à engorger la machine, tout de suite, on rallonge les délais de livraison et on perd tous les bénéfices de l'agilité. Donc là, le rôle en termes de priorisation, il est fondamental. Alors justement, priorisation. Comment gérez-vous la priorisation des projets digitaux? Tu as commencé, Guillaume, à en parler un petit peu, et moi je reviendrai dessus tout à l'heure sur la pratique d'Optime. Et la question suivante qui allait avec de Benoît, donc la première question c'était Dragan, la deuxième question de Benoît, quid des sponsors, leur soutien, budget politique, et la gestion de leurs attentes et de leurs déceptions, du coup, cette question. Alors justement, un élément de priorisation qui a été important dans la gouvernance light qu'on a mis en place autour de la Digital Factory, mais ça vaut la peine qu'on explique un petit peu la notion de valeur ajoutée pour le business, le point d'entrée pour rentrer l'initiative dans le portefeuille des initiatives Digital Factory, c'était systématiquement soumis à un prérequis, c'est qu'on a une valeur ajoutée portée par le business et co-portée par un sponsor du comité directeur de Renault Trucks. C'est-à-dire qu'on demandait systématiquement l'aval d'un membre du CODIR pour dire est-ce que ça vaut la peine d'investir 50 000 € dans telle initiative? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc au niveau du sponsor, c'était une donnée d'entrée en disant une initiative qui se présente, il n'y a pas l'aval du CODIR, on n'y va pas. D'accord. Le deuxième élément, la gestion de leurs attentes et de leurs déceptions. Alors, tu donnais l'exemple tout à l'heure sur la partie véhicule d'occasion du vice-président de la business line véhicule d'occasion qui s'est lui-même mis devant les écrans parce que pour développer son business, le véhicule d'occasion, la vitrine, le showroom pour mettre en vitrine sur Internet les véhicules d'occasion de façon professionnelle, de façon qualitative, etc. C'était le premier demandeur parce que c'était directement lié à un indicateur qui était c'est quoi ma croissance de chiffre d'affaires. Donc, je peux vous dire que sur cet exemple-là, on avait une pression sur le temps parce qu'il fallait aller très vite pour booster le business en phase de cycle décroissant, d'une part. Et d'autre part, on avait aussi une pression sur le qualitatif parce que comment nous, marque généraliste, on peut se positionner au niveau d'une marque premium en étant capable de montrer des véhicules dont on est capable d'avoir tout l'historique d'entretien, de réparation, de machin, de pouvoir les labelliser et donc quelque part de pouvoir soutenir ou développer la valeur de revente du véhicule grâce à cette traçabilité qu'on a obtenue par la remontée de toutes les informations sur l'utilisation d'un véhicule d'occasion. Donc le soutien, les attentes étaient très très fortement exprimées parce que les sponsors s'impliquaient pour certains dans ces initiatives-là. Alors les déceptions, on en a eu. Les déceptions, on en a eu, c'est l'exemple que tu as donné, on a dit, on a une initiative, il n'y a pas de valeur ajoutée, et le sponsor nous a demandé de l'arrêter. Oui. Alors, une autre question de Dragan qui va avec les projets suivants. Pourquoi avoir choisi cette problématique? Pourquoi vous avez commencé par ça en fait? Pourquoi ce chantier a été un peu votre baptême du feu, si je bien comprends bien? Du coup, quels sont les projets suivants que vous avez lancés? Est-ce que vous en avez lancé d'autres? Est-ce que c'est devenu un mode, on va dire, standard de développement et d'activité maintenant? Alors, j'imagine que la réponse est oui, mais voilà. Est-ce que vous êtes capable de dire il y a X% de mon business dans l'ancien monde, l'ancien management de projet et X% de mon business dans le nouveau? Ou bien, en fait, c'est plutôt un mix qui est en train de se faire avec un mélange de cycle en V, d'agile, quand on en a besoin? Alors, je vais commencer par la fin de la question. On va aboutir à un mix parce que si on prend la bulle digitale, ce qu'on a commencé à faire, on l'a fait à petite échelle et là, c'est un secteur qui est en pleine explosion. C'est le tsunami qu'on a devant nous et sur cet aspect-là, j'ai pas de problème budgétaire, j'ai un problème de livrer plus. Et quelque part, on n'est pas dans un monde open bar, mais pas loin, parce que ça s'autofinance. Les bénéfices sont tellement importants pour l'utilisateur final que ça s'autofinance soit parce qu'on gagne des affaires supplémentaires, soit parce qu'on optimise notre chaîne de valeur, on trouve un financement avec un retour sur investissement sur l'efficiency. Donc, sur cette bulle digitale, on a vraiment une problématique de faire plus. Cette bulle digitale, elle va
utiliser des méthodes agiles, mais elles ne doivent surtout pas venir en opposition du système d'information traditionnel. On a des gros mainframes qui tournent, c'est incroyable, c'est résistant, c'est résilient, ça démarre tous les matins, on a des SAP qui tournent, pareil. Et ces méthodes agiles ne s'appliquent pas de manière systématique, uniforme, partout. Donc il faut, dans notre architecture du système d'information, on arrive à découpler la partie traditionnelle qui a toute sa raison d'être et qui va rester, d'une partie digitale pour laquelle c'est la vélocité qui va primer. Et là, on a un travail d'architecture, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, normalement, on a tout un travail d'architecture de refonte du système d'information avec des plateformes d'API, l'utilisation de cloud et d'autres technologies qui vont nous permettre de partager quelque part un réseau routier avec des gros systèmes, ça va être des camions qui vont être sur la voie de droite à 90 et puis des véhicules qui sont un peu plus agiles à 130 sur la voie de gauche. Alors, il faut arriver à faire fonctionner ces deux modèles avec des problématiques effectivement différentes et on commence à avoir des équipes dédiées et des méthodes dédiées. Très bien. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes. J'ai encore pas mal de questions. Une question de Thomas. Comment avez-vous construit la confiance du management pour avoir la possibilité de démarrer ce mode de fonctionnement? Excusez sur l'aspect changement culturel. Ah, ça, c'est une très bonne question de Thomas qui connaît un peu l'environnement Volvo. Je pense qu'on a, on n'en a pas parlé, mais quand on a démarré la Digital Factory, je me rappelle, il y a eu des commentaires du comité exécutif qui est ressorti en disant ça, c'est encore une nouvelle machine à réunion. Et chaque fois que vous voulez travailler sur l'innovation, on commence par réunir des gens. Et la vision dans l'industriel, c'est attendez, le temps, c'est de l'argent. Donc, si on prend des gens, on les met dans une salle, il n'en sort rien. On a dépensé pour rien. Et on a été extrêmement ferme et discipliné sur ce qu'on faisait rentrer dans la Digital Factory. On avait en tête que le risque majeur pour tuer l'initiative, c'était que ça devienne une machine à construire des prototypes qui finissent sur étagère. J'ai pu essayer ça dans ma carrière précédemment. On avait des départements innovation, on avait plein d'innovations, plein d'idées, mais il n'y a rien qui est venu en production depuis plusieurs années. Là, on avait dit on veut vraiment se positionner sur un besoin client et la force de ce dispositif, c'est qu'Emmanuel a su aller chercher les use cases, donc les cas d'usage, et chaque initiative était portée par un cas d'usage. Et chaque cas d'usage avait un sponsor dans l'Unity. Et parmi ces cas d'usage, il n'y en a aucun qu'on a délivré gratuitement. Chaque cas d'usage, on a fait payer. C'était 50 000 €, 3 mois max. Si c'est plus de 50 000 €, vous revoyez votre scope. Si c'est plus de 3 mois max, vous revoyez votre scope. Mais fondamentalement, on n'a rien fait en sous-marin, rien financé sous les tapis avec l'intelligence finance. Non, non, non. C'était 50 000 € et un membre du COMEX. On a démarré petit et c'est ça qui a permis de créer cette confiance. Oui, et puis après, c'est sur le point des petits pas. Cette initiative, qui au début aurait pu être considérée comme étant tout à fait anodine, mettre un écran, un clic pour un réceptionnaire atelier, mais d'abord, ça a eu un écho de la part du réseau des utilisateurs, des concessionnaires indépendants, je le rappelle. Ils nous ont fait une belle lettre, on en parlait dans le teasing, une belle lettre au COMEX et au président de Renault Trucks qui disait en 2 mots, bravo, et on en rêvait depuis des années, vous l'avez fait, merci. Donc, premier feedback qui était absolument extraordinaire. On n'attendait pas ce niveau de remontée de l'ensemble du réseau de concessionnaires à ce niveau-là, avec la réponse qui allait bien du président de Renault Trucks en disant voilà, ça c'est la vraie valeur ajoutée de la digitalisation, on vous engage à poursuivre. Donc ce premier petit pas, c'est lui qui a donné la confiance, c'est rien d'autre. Et ensuite, effectivement, il y avait une cadence, une montée en puissance sur le processus de la réparation dans le garage après-vente, en disant on a commencé par la réception, ensuite il faut voir le suivi de la réparation, la planification des rendez-vous. Donc c'était le premier étage de la fusée et le plan de la fusée, il a été construit à l'avance. Donc si je résume un peu en clin d'œil, si on veut convaincre, il faut une lettre du patron du concessionnaire, c'est ça plus facile quand le client est content. Très bien. Une question de Pierre-Jean. Comment bien choisir le product owner afin d'assurer le choix de priorité marketing, engineering, AS, autres? D'où vient-il? Qui est-il? Comment est-il habillé? C'est une super question. Actuellement, on est en pleine transformation dans le groupe Volvo parce qu'on voit que le digital, ça devient fondamental. Ça devient un cœur dans l'entreprise. Sans digital, il n'y a pas d'entreprise et il n'y a pas de service. Donc, le choix du product owner est quelque chose de complexe. Le product owner, quand on regarde, il prend la décision sur l'ensemble du produit. C'est-à-dire qu'il a la compétence métier, ou elle a la compétence IT,
de pouvoir transiger sur les risques qu'on prend en cybersécurité, il a la compétence sur les évolutions, serveurs, choix de technologie, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est un nouveau type de rôle qu'il faut, et il faut associer des compétences qui traditionnellement ne sont pas associées dans les marchés tels qu'on les connaît. On peut être vendeur, on peut être développeur, mais trouver un vendeur qui a une compétence informatique, ça devient un peu plus compliqué. Et là, on voit apparaître ces nouveaux rôles, c'est une émergence. Je pense que le schéma traditionnel d'organisation, on dit les informaticiens, ils sont tous côté informatique, les gens du métier, ils sont tous côté du métier, eh bien, ce rôle, il est à la croisée des mondes. Et là, effectivement, on commence à toucher des transformations d'organisation. C'est la question du moment qu'on a. Donc, dans le groupe Volvo, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. C'est pas encore transigé parce que c'est extrêmement sensible. Néanmoins, ouais, c'est le schéma du moment. Donc, pour l'instant, avec Emmanuel, on avait transigé en disant le product owner, c'est la personne qui est la plus compétente, indépendamment de l'endroit où elle se trouve dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on a des product owners qui sont côté Renault Trucks, on a des product owners qui sont côté IT, en fonction de la complexité ou de la particularité du produit. Mais on n'a pas encore transigé de manière ferme où est-ce qu'on doit être. Tu dis la compétence, et pour compléter l'appétence, l'appétit de lancer des initiatives, de prendre des initiatives, de prendre des risques. Donc, il y a un élément qui est aussi fondamental dans l'agilité, c'est cette notion de faire agile, mais la notion de être agile, avoir ce niveau de délégation, ce niveau de prise de risque, ce niveau d'initiative. Et là, ce que j'ai envie de dire pour répondre à cette question, c'est pas une question d'organisation, c'est vraiment une question de personne, c'est vraiment une question de compétences et d'expérience et d'envie. Super. Alors, on a presque fait le tour des questions. Je voudrais revenir à la toute première qui a été posée. Je pense qu'on a partiellement répondu à la question de Benoît, mais je trouve qu'elle était intéressante, cette question, c'est pouvez-vous élaborer sur les résistances au changement rencontrées et les stratégies de gestion de ces résistances. Donc, vous avez évoqué à plusieurs moments ce que vous aviez pu faire, etc. Il me semble, si j'essaie de résumer, vous avez dit le COMEX a eu peur qu'on fasse de la réunionite. Donc voilà, nouvelle mode, est-ce que je vais avoir de la valeur? J'imagine qu'il y a dû y avoir des résistances au niveau des équipes, IT elles-mêmes. Est-ce qu'il y a eu des résistances au niveau MOA, côté constructeur, côté voilà? Est-ce qu'il y a eu des résistances côté réseau? Peut-être pas, parce que là, finalement, vous ne l'avez peut-être pas nécessairement fait, on ne vous l'aura peut-être pas annoncé au départ, promis des choses, je ne sais pas. En tout cas, voilà, où est-ce que vous avez trouvé les résistances majeures et assez rapidement maintenant, comment vous les avez résolues? Je pense qu'il y a différents domaines. Si on prend on a démarré côté IT. Parce que l'IT, traditionnellement, enfin déjà l'agilité, ça vient beaucoup de personnes qui travaillent déjà en mode projet. Et c'est une évolution naturelle de personnes qui travaillent en mode projet et qui se rendent compte que le projet, c'est indispensable lorsqu'on a des ambitions complexes, transverses, cross-fonctionnelles. On a besoin d'une structure projet pour accompagner, mais dans un certain nombre de cas, on peut adresser ça de manière différente avec des équipes stables et un flux continu de changement. Donc, dans les équipes IT, la bienveillance était fondamentale. C'était plus, de mon point de vue, un accompagnement des collaborateurs. On va vous accompagner pour rentrer dans cette phase-là. Et là, la bienveillance a bien répondu à la question. Côté métier, là, on n'y est pas encore parce que quand on parle de Renault Trucks, si on parle d'une entité de vente, l'entité de vente, elle ne fonctionne pas comme un projet informatique. Les gens, ils ne sont pas organisés comme ça, ils n'ont pas cette forme de discipline. Ils ont d'autres formes de discipline qui peuvent maintenir, mais ils n'ont pas cette forme de discipline. Et là, il faut faire adopter un mode de travail beaucoup plus discipliné, rigoureux, continu, qui intègre de la bienveillance. Là, on n'y est pas encore. Donc ça, c'est la prochaine étape. On voit que nos coachs agiles, par exemple, un certain nombre de coachs agiles qu'on a côté informatique, sont chassés directement par les entités métiers, qui voient bien qu'il y a quelque chose à faire, mais ne savent pas encore comment attraper cet animal. La digitalisation va changer le métier. On ne peut pas avoir des comités exécutifs qui ne comprennent pas l'informatique. C'est plus possible dans un monde digital de demain. Donc, on voit un virage s'opérer. Donc, les coachs agiles qui nous ont accompagnés il y a 3-4 ans, on les voit rejoindre les structures métiers aujourd'hui pour les accompagner. Alors, j'ai deux petites questions. La première question, c'est de Patrick qui vous dit, bon, alors vous avez gagné combien en temps, vous aviez X applications à ouvrir, 4 bases de données, etc. Aujourd'hui, un OR, un ordre de réparation dans le réseau, ça s'ouvre en combien de temps? 30 secondes? Oui, mais ça, c'est fait. Aujourd'hui, alors, avec Emmanuel, on a ouvert la porte. Maintenant, on continue. L'histoire, elle continue. Le challenge, c'est de passer à l'échelle.
Maintenant, on en est à des stades où le camion arrive en concession, on flash la plaque avec le téléphone et la personne qui a réceptionné le conducteur a toutes les informations qui remontent sur son téléphone directement depuis des systèmes d'information qui sont partagés sur le cloud. Donc derrière, on peut créer l'ordre de réparation quasiment on en est. D'accord, très bien. Et du coup, j'avais une dernière question qui est d'Annabelle qui vous dit, est-ce que vous participez à des groupes d'échange avec d'autres entreprises? Alors, c'est une très bonne question. Quand on a voulu initier ce changement, les équipes de Renault Trucks étaient quand même très ciblées, groupe Volvo, Renault Trucks. Et moi, j'ai souhaité qu'on s'ouvre vers l'extérieur. Donc, on avait mis en place ce qu'on appelait des Monthly Innovation Breakfast. On forçait les gens le vendredi matin, une fois par mois, à rencontrer des acteurs externes. Et on est allé chercher énormément de benchmarks pour se rendre compte de l'avancée de ces méthodes-là, puis se rendre compte que l'agilité, c'est très bien au sein du groupe Volvo. Je pense que Renault Trucks est en avance de phase par rapport aux autres marques, mais par rapport au marché, on est dans le milieu du pack. Donc, il y a beaucoup d'acteurs en région. Alors, j'ai des équipes qui participent à des événements à Grenoble, par exemple, Agile à Grenoble. Il y a beaucoup de benchmarks qu'on a pu faire avec des pairs sur le marché. On est toujours preneur de s'enrichir d'expérience, parce que c'est ça l'agilité, c'est accepter à un moment donné dire bah oui, j'ai pas essayé cette piste-là, peut-être qu'il faut que je l'investisse. Alors du coup, j'ai une question. Est-ce que par ailleurs, on a beaucoup parlé de Lyonnais, me semble-t-il, quand même, depuis tout à l'heure. Quand tu t'es présenté, tu as dit que tu avais des équipes un peu partout dans le monde. Est-ce que les autres équipes sont aussi dans la même dynamique, voire plus, comment? Ouais. Non, mais c'est encore plus nécessaire. Alors, c'est vrai qu'à Lyon, on a l'avantage d'avoir un siège social qui est à côté. C'est là que vient l'étincelle quelque part. Et puis, il y a un réseau pour Renault Trucks qui est très présent en France. Donc, forcément, tous les référents vont plutôt se retrouver sur la plateforme lyonnaise. Mais si on parle de motivation des équipes, on a abordé la question de la difficulté d'attirer des collaborateurs. C'est beaucoup plus facile d'attirer un collaborateur pour travailler sur des méthodes agiles, des outils innovants, une proximité hyper forte avec l'utilisateur final, que d'être dans un cycle en V où la personne elle va se retrouver sur un plateau en Inde. Donc, j'ai effectivement des collaborateurs en Pologne et en Inde. Et si on les garde, ces collaborateurs, si on a moins de turnover qu'ailleurs, c'est que pour nous, la Bangalore, c'est la porte d'à côté de Vénissieux. Wrocław est juste à côté de Vénissieux ou Saint-Priest. Donc, on a vraiment une implication au plus près. Et les collaborateurs, ils sont hyper enthousiastes. Donc, on fait du mode agile à distance. Merci beaucoup encore, messieurs, et merci pour toutes vos questions. Je vous propose maintenant, assez rapidement, de parcourir avec Emmanuel d'abord et puis moi ensuite, quelques éléments de bonne pratique qu'aujourd'hui on vous recommande. Alors, c'est une petite synthèse, un peu lettre à l'après-vert, liste à l'après-vert, on s'en excuse, mais en même temps, voilà, on essaye de faire ça assez rapidement et en même temps de vous donner les quelques pistes. J'en profite pour rappeler, pour ceux qui le souhaiteraient et qui ont cette disponibilité-là, qu'on peut garder encore un moment d'échange après 10h jusqu'à 10h30, si vous le souhaitez. Alors, on y va. À toi, Emmanuel. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On est rentré dans la méthode agile sans rien y connaître. Donc, le premier élément, c'est effectivement se faire accompagner. On a pris des coachs agiles. Il y avait des coachs au niveau du groupe, mais on a aussi pris des coachs externes. Donc, pour démarrer la pompe, il faut absolument se faire accompagner. Le deuxième élément, et c'est l'image que j'ai prise sur, on a conçu la fusée et on a commencé par le premier étage. Effectivement, voir grand, démarrer petit, initier les petits pas, réussir les transformations, c'est exactement ça. Donc, il faut quand même avoir une idée non seulement du POC qu'on va résoudre demain matin, mais de c'est quoi le next step. Parce que ça oriente la sortie du POC. Troisième élément, on parle de changer les postures de management, déléguer, permettre l'initiative, aider versus contrôler. Et ça, nous, on l'a vécu directement parce qu'on était les managers de ces équipes-là. Plus être dans le micro-contrôle, lâcher prise, donner la liberté de gérer les priorités, le budget, etc., à capacité finie, définir le cadre, définir le bac à sable. C'était vraiment cette logique-là et être disponible en cas de besoin vis-à-vis des équipes. Motiver les volontaires, les pionniers, l'expérimentation, bah oui, ils ont été valeureux. Elle a été valeureuse. Je vous ai parlé de Élodie qui a pris l'initiative, la première, de prendre ce flambeau et d'essayer quelque chose de nouveau. Et puis en même temps, avec ce côté, c'est nouveau, ça nous change. Quelque part, on a envie de ce changement. Ça nous sort de la routine. Un point, je pense que tu vas y revenir sur, effectivement, en mode agile, je vous ai dit, on parle sur des périodes de temps extrêmement courtes qui disent que pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Donc, pas de multitasking, ça c'est vraiment un élément clé.
Et puis effectivement, dans l'agilité, la variable d'ajustement par rapport du projet classique, c'est pas le délai, c'est le contenu. Hein. Donc, effectivement, la périodicité de sortie du produit, elle est fixe. C'est comme un train qui part à heure fixe. La fonctionnalité, elle est prête à monter dans le premier train ou dans le deuxième train, dans le troisième train, mais le train part à l'heure. Effectivement, Guillaume l'a évoqué, dans le sprint, on ne finit pas un sprint sans se poser la question au niveau de l'équipe qui a vécu quasiment jour et nuit à plancher sur un prototype, de dire, bon, ce sprint-là, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce qu'on change pour améliorer le fonctionnement de l'équipe pour le coup d'après. Donc, c'est le côté apprendre en marchant. On en a parlé dans un deuxième temps. C'est vrai que ces rôles de product owner, de scrum master, de UX designer, ils viennent marcher sur les plates-bandes de rôles qui sont déjà préétablis. Et il faut accompagner et faire évoluer le référentiel de compétences, le référentiel de poste. Mais nous, on l'a fait dans un deuxième temps. De toute façon, il faut l'envisager parce que ça peut être un frein à l'entrée de dire qu'est-ce que je gagne moi en tant que chef de projet à rentrer dans un projet agile si le référentiel et mon potentiel d'évolution n'est pas pris en compte. Aussi quelque chose d'important qu'on a mis en évidence là, et c'était dans nos critères de sortie dans l'initiative Renault Trucks Volvo, d'époque, des MVP, etc., tout le monde s'y en fait. La question, c'est comment on a anticipé le next step et que, comme dans l'automobile, on conçoit un nouveau véhicule. Si on n'a pas pensé à quel est l'impact sur les process de fabrication et de distribution et qu'on est incapable de fabriquer le véhicule, ça ne sert à rien. C'est la même idée. La gouvernance en mode agile, on en a parlé, c'est la question du bac à sable, où typiquement, là, on avait deux points d'entrée d'un point de vue gouvernance. C'est est-ce qu'on a le sponsor, est-ce qu'on a la valeur ajoutée, est-ce qu'on a le business canvas pour lancer l'initiative, pour mettre 50 000 € sur la table et 3 mois d'effort. Et puis, les critères de sortie en disant ben, qu'est-ce que ça a démontré, qu'est-ce que ça a prouvé, qu'est-ce que disent les utilisateurs, est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin, et au passage, est-ce que c'est faisable d'aller plus loin. Donc, c'est ça la gouvernance agile. On réunissait tous les mois et on passait en revue toutes les initiatives en fonction de leur avancement par rapport à ça. Et puis, je crois que Guillaume en a déjà parlé aussi, l'agilité n'est pas la réponse à tout. C'est pas vrai. Il faut sortir de ce dogme. Moi j'ai rencontré une entreprise où effectivement tous les projets de l'entreprise, pas que l'IT, les projets Indus, les projets R&D, tout était géré en mode agile. Oui, c'était le mode par défaut. Et après, chaque équipe devait expliquer si ça ne s'applique pas, pourquoi ça ne s'applique pas et pourquoi il fallait rester dans un mode traditionnel. Mais le fait de dire que c'est la réponse à tout, non, c'est pas vrai. Merci Emmanuel. Donc moi je vous propose, alors à partir de ces quatre grandes phrases, je vous propose d'aller explorer un petit peu certaines croyances importantes d'Optime Ressources. Alors pour ceux qui nous connaissent bien chez Optime, nous on est des fans de la théorie des contraintes et de Goldratt en particulier, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le But. Et en fait, énormément de questions seraient beaucoup plus simples à prendre en compte si on s'était tous mis d'accord au départ sur quel est le but de tout ce qu'on fait. Comment on crée de la valeur, par exemple, hein, quelle est la valeur qu'on crée, quel est le but de ce qu'on est en train de faire. Et nous, on a l'habitude de commencer par cette question au début de toute réflexion sur tous les projets, tous les portefeuilles de projets en particulier. Et cette simple question qu'on pose aujourd'hui, par exemple, chez un grand équipementier automobile chez qui on démarre une mission, ou dans la pharmacie, pareil, une grande boîte de pharmacie lyonnaise chez qui on commence une grande mission, sur des portefeuilles de projets. La question, c'est quoi le but de votre portefeuille de projet? C'est quoi la valeur créée par votre portefeuille de projet? Comment vous la mesurez? Et comment vous allez, ce que tu as appelé tout à l'heure, alors j'ai pas réussi à retenir, le business value index. Le business value index. Alors on va voir que nous, ça ne nous suffit pas. On va aller chercher un deuxième critère que le business value index, mais il va falloir créer un business value index. Et nous, notre valeur ajoutée, c'est d'arriver à le faire de manière hyper simple. On l'a fait chez Olot, je crois qu'il y a quelqu'un de chez Olot. On l'a fait chez Olot, par exemple, sur le projet stratégique, etc., etc. Deuxièmement, on va appliquer la théorie des contraintes sur le portefeuille de projet et en particulier, une des conséquences, c'est la chaîne critique avec le management de la chaîne critique et je vous montrerai un petit élément entre chaîne critique et agilité. Prendre en compte la dimension humaine et accompagner le changement, c'est une évidence, j'ai presque honte de l'écrire, mais vous savez que chez Optime, on a à la fois ce qu'on appelle, nous, l'excellence opérationnelle et l'excellence managériale, l'excellence dans les relations humaines et dans la façon de bosser ensemble. Et nous, on a une conviction que ces deux piliers, en fait, c'est un seul. Et on
peut pas les séparer en fait. On a tout le temps besoin de mixer ces deux approches parce que les meilleurs des outils ne fonctionneront pas sans les personnes. Mais les personnes, elles ne vont pas rester chez vous si vos outils ne sont pas à la hauteur, si vos process ne sont pas à la hauteur, si les résultats ne sont pas à la hauteur. Les gens aiment aussi travailler pour faire des choses de bonne qualité qui les rendent fiers et qui fonctionnent bien. Et enfin, la question de la priorité. Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante sur laquelle nous, on travaille beaucoup et je vais vous présenter 2-3 petites choses. Alors, je détaille. Alors, la première des choses, quand j'ai réfléchi personne, je me suis dit, en fait, les personnes, ce qui est très, très important, c'est qu'elles comprennent. C'est qu'elles comprennent comment on bosse, comment on fonctionne, comment ça fonctionne. Et là, je vous donne un exemple d'une simulation de jeu en mode standard, en mode CCPM, en mode chaîne critique. Cette simulation, on la joue dans toutes les équipes avec lesquelles on commence à travailler. En fait, on commence à leur faire expérimenter sur un faux projet la différence entre les modes de projet. Et on a le même type de démarche sur des approches agiles qu'on peut mettre en place et qui montrent c'est quoi la différence réellement, qu'est-ce que ça apporte réellement pour montrer les éléments. Donc, nous, on aime beaucoup dire, enfin, prendre en compte l'humain, c'est aussi décaler par rapport à juste du PowerPoint. C'est aller sur, on va vivre des choses ensemble et on va l'expérimenter plutôt qu'on va nous le raconter. Et voilà, on croit beaucoup à l'expérimentation. Deuxième question, alors désolé pour le slide, il est un tout petit peu complexe. Nous ce qu'on voit arriver, c'est un peu la conclusion que tu avais tout à l'heure sur est-ce que le mode agile c'est la panacée ou est-ce que finalement les modes vont finalement finir par se combiner. Et il est probable qu'il y a des processus qui vont rester complètement en mode agile, et c'est bien normal, en particulier dans l'innovation, et on en est convaincu. Par contre, dans les gros systèmes où il va y avoir ou des projets de conception de produits, etc., il va y avoir des mix qui vont se mettre en place, probablement. Donc là, vous avez un schéma très, très simple, très simplifié plutôt, pas simple, mais simplifié d'un mode CCPM, où vous voyez apparaître le fait qu'à la fin du projet, il y a un buffer qui va protéger le temps de delivery qui a été promis au client, etc., etc. Et à l'intérieur, on va pouvoir retrouver des phases qui vont se dérouler en mode agile, en particulier des phases plutôt en mode amont, et pour ceux qui connaissent un peu le mode agile, avec la mise en place de Product Burn Down Chart ou des choses comme ça, où on va mesurer l'avancement du delivery des fonctionnalités, etc., en fonction de la consommation de ressources et de buffer. Voilà, je ne peux pas rentrer plus dans le détail, mais si vraiment vous avez des questions là-dessus, alors là, si dans la demi-heure qui reste, vous avez des questions, là, il n'y a pas de problème, mais la demi-heure ne va pas suffire, mais on a plein de choses à montrer et à expliciter sur ces domaines-là. Ça, c'est une de nos images préférées parce que quand on rentre aujourd'hui dans les entreprises et qu'elles nous demandent de les aider à travailler sur leur portefeuille de projets, c'est ça qu'on trouve en fait. On trouve une bagarre généralisée qui a lieu dans les entreprises parce que ce qu'on constate, c'est que les entreprises ont été extrêmement gourmandes et sont extrêmement gourmandes en ce moment parce que le cycle de changement, probablement, entre autres avec la digitalisation, mais pas seulement, s'est accéléré fortement dans les dernières années. Et donc, le nombre de projets, d'initiatives qui ont été lancés est bien supérieur à ce qui se faisait d'habitude. Or, les ressources n'ont pas nécessairement augmenté. Et or, il y a un dernier événement, c'est que on va dire la professionnalisation des chefs de projet s'est améliorée. Et plus vous avez un professionnel de projet à la tête de votre projet qui va être accountable du résultat, qui va se bagarrer sur ses résultats, etc., il va comprendre que pour arriver à atteindre son résultat, il va falloir qu'il pique les ressources à ses voisins. Parce qu'il va falloir qu'il soit plus fort, qu'il gueule plus fort, qu'il ait raison d'abord, qu'il passe en premier, etc., etc. Il va faire du lobbying, etc. Il va faire, voilà. Un bon chef de projet aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait mobiliser ses ressources. Sauf que, à ressources finies dans une entreprise, si vous ne mettez pas des règles en place, si vous ne donnez pas correctement des priorités, si vous ne gérez pas vos ressources, bah vous obtenez cette bagarre générale à la fin. Voilà. Et plus vos chefs de projet sont bons, plus ça va se bagarrer. Parce que le chef de projet qui s'est endormi parce qu'il fait du run en fait à côté, donc il mène son projet à 10% de son temps et il ne s'en occupe pas vraiment, c'est pas lui qui va organiser la guerre des ressources. C'est plutôt le chef de projet très pro là, qui va aller et qui va essayer de faire avancer son projet. Et l'optimum global là-dedans, où est-il? On se le demande et c'est très complexe à voir en fait. Donc la question de la priorisation, elle va être très complexe à mettre en œuvre. Donc on va utiliser, nous, deux grandes notions. La première notion, ça va être la notion de business value. Alors, redis-moi. Business value index. Index, le business value index. Donc là, nous on peut l'appeler
niveau de priorité, si on veut, ou niveau de valeur, hein, tout simplement. C'est la valeur apportée, et nous, on va la raccrocher au but. Hein. On va toujours repartir, est-ce que ta valeur, elle est bien connectée avec ton but, hein. On repart du but pour être bien sûr qu'on n'est pas en train juste d'inventer une valeur juste pour faire bien ou pour faire avancer son projet. Donc, la premier point. Et le deuxième point, ça va être la consommation des ressources critiques. Pas la consommation de budget, pas la consommation de ressources en général, mais la consommation des ressources critiques, c'est-à-dire les ressources rares. Celles qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à délivrer plus. Ceux qui sont dans tous les projets, ceux dont on a toujours besoin, ceux qui sont les plus en multitâche, ceux qui sont le plus sollicités par le réseau, ce sont ces ressources critiques. Il faut les protéger non seulement d'un massif multitâche, donc il faut limiter le nombre de tâches qu'ils ont à mener en parallèle, et ça, le mode agile, il est excellent pour ça, ça c'est extrêmement aidant, mais même dans un mode classique, il faut arriver à les protéger et à dire, finalement, pour prioriser les projets, il faut à la fois prioriser les projets qui créent le plus de valeur, mais aussi les projets, quelque part, qui utilisent le moins ces ressources critiques. Voilà. Parce qu'un projet qui mène beaucoup de valeur, mais qui consomme toutes les ressources critiques de l'entreprise, ben, ça veut dire qu'il empêche tous les autres projets d'avancer. Et donc, il y a vraiment une sommation à faire, où on utilise une matrice pour cette priorisation, qui permet en continu de gérer les entrées, les sorties et les décisions qu'on prend en fonction de combien j'ai de ces ressources critiques, combien il en consomme. Et en fait, quelque part, on a un coût de compétences critiques qui est presque plus important que le coût en argent aujourd'hui. Tu disais, c'est pas tout à fait open bar, mais finalement, si on arrive à prouver qu'il y a de la valeur, on nous donnera les moyens en argent. Par contre, les moyens en ressources, les moyens en compétences, c'est beaucoup plus complexe à avoir. Et donc, finalement, aujourd'hui, ça devient presque le nerf de la guerre. Enfin, ça ne devient pas presque. Souvent, ça devient le nerf de la guerre. Et donc, c'est comme ça qu'il faut qu'on rentre dedans. J'ai bientôt fini. J'ai même fini mon point. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas. Peut-être trois petits écrans de pub. Alors, c'est la page de pub d'Optime Ressources, mais il y a un lien direct avec ce que vient de vous exposer Paul. On vous a dit qu'on était des grands fans de la théorie des contraintes, et on peut dire qu'on est un des représentants clés du déploiement et de l'utilisation de la théorie des contraintes en France. On organise régulièrement des formations à ce sujet. La prochaine, c'est le 1er et 2 décembre. Donc, pour vous inscrire, vous avez l'adresse en dessous. Le deuxième élément, Paul en a parlé aussi, en disant la théorie des contraintes, elle est basée sur un principe qui est, pour optimiser un système, une entreprise, il faut connaître quel est son but. Donc, on vous invite cette fois à un petit déjeuner en présentiel qui aura lieu le 3 décembre. C'est un événement. Ça fait presque 2 ans qu'on n'a plus fait de petit déjeuner en présentiel. On les a remplacés par des webinaires. Donc, c'est un test. Donc, on vous attend nombreux, évidemment, dans notre petit déjeuner en présentiel. Et puis le troisième qui va me faire un petit peu vibrer, c'est depuis l'année dernière maintenant, Optime a lancé une école de consultants en management. Moi, je fais partie à titre personnel de la promotion numéro 1, donc je suis un ambassadeur de l'école de consultants. On lance à partir de 2022 la 3e promotion. La 2e promotion est déjà partie. Donc pour toutes les questions sur l'école de consultants, vous pouvez vous adresser à moi, à Paul ou aux autres. Et je peux vous témoigner de l'intérieur que c'est quelque chose qui est super. Super. Merci beaucoup. Merci encore. J'aimerais, j'ai vu que dans les commentaires, il y avait 1 ou 2 personnes qui avaient dû partir, mais nous aimerions vous demander de pouvoir répondre à une petite enquête de satisfaction. Il faut juste que je me reconnecte au bon endroit et que je vous trouve le bon lien. Hop, copier. Et normalement, je vous envoie le lien pour répondre dans le petit commentaire, dans les petits commentaires. C'est 4 questions, hein, donc vous allez voir, c'est très très rapide. Mais si vous pouvez nous faire un petit feedback de retour, on sera très content. Et une fois que vous avez écrit votre petit feedback sur le Google Docs, vous pouvez bien entendu nous laisser un petit commentaire, juste un mot éventuellement dans le chat. Et dans 3-4 minutes, le temps qu'on se resserve un petit coup à boire et le temps que vous remplissiez votre document, pour ceux qui ont le temps de rester, on redémarre le temps de questions-réponses. On dit merci à ceux qui nous quittent. Oui, tout à fait. Et merci à Guillaume, merci Emmanuel, merci à vous tous qui avez participé. Et puis au plaisir de vous recroiser. Et merci Paul. Eh bien, merci à vous. Merci à moi. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Merci Gilles. J'espère que c'est pour d'autres que j'ai envoyé. Je vais vérifier tout de suite.
Alors, on est toujours là. Super. Donc on peut réouvrir les micros. Maintenant, cette fois-ci, on est peut-être moins nombreux et on a peut-être un peu plus de liberté de pouvoir remettre les caméras si vous le souhaitez. Je vais arrêter l'enregistrement, par contre, j'ai oublié de le faire. Il faut juste que je retrouve comment on fait. Hop, Et arrêter le partage.